On a, on a un petit bonsoir de Montpellier. Ouais, Montpellier. Salut Simon. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue parmi nous pour pour cet événement France où nous sommes très nombreux ce soir. Donc, actuellement, 154 personnes connectées. Vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Donc, ce soir, nous allons vous présenter chacun notre tour, puisque nous sommes plusieurs groupes français à être présents et à vous présenter cet événement. Nous avons les groupes de Paris, Dev, Admin, Woman in Tech. Nous avons le groupe de Nantes, le groupe de Bordeaux, de Toulouse, dont je suis le leader. Nous avons également Hugo sur la Côte d'Azur et le groupe de Lyon. Une petite info, il y a le groupe de Lille qui a ressuscité pour tous les Lillois. Sachez que le groupe de Lille a réouvert les portes cette semaine. Donc, voici tous les présentateurs de ce soir pour chacun des groupes. J'espère que j'ai bien dit le groupe de Montpellier, que je ne les ai pas oubliés aussi, parce que j'ai fait coucou Montpellier, mais je ne me souviens plus si j'ai dit le groupe de Montpellier. Une petite slide pour commencer qui dit tout simplement que vous devez baser vos achats sur les fonctionnalités qui existent et pas seulement sur celles qui seraient en prévision. Et pour commencer, je vais donner la main à Jean-Michel qui va commencer sur la partie In-App Guidance. Tout à fait. Alors, si tu peux mettre le slide et puis rester sur le slide, je partagerai mon écran juste après. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu encore l'In-App Guidance, je vais en profiter et j'ai juste quelques minutes pour vous faire une petite démo et puis la petite annonce qu'il y a. Donc, en fait, la petite annonce, et ce sera surtout un prétexte à vous montrer le potentiel de l'In-App Guidance et sachez que vous pouvez l'utiliser puisqu'on a tous maintenant la possibilité d'y avoir accès en free avec un nombre limité. Je crois qu'elle est à 3 expériences par org, qui est plutôt pas mal parce que ça vous permet d'avoir, quand les gens se connectent sur des nouvelles choses ou sur des choses qui commencent à devenir complexes, ou pour un groupe qui est nouveau, vous pouvez avoir quelques bulles qui apparaissent et qui vont aller guider l'utilisateur pas à pas dans ce qui se passe. Jusqu'ici, l'ensemble des éléments qui pouvaient être mis et graphiquement étaient forcément stockés à l'intérieur de l'org. Alors, ça posait certains problèmes, notamment des problèmes de gestion des données fichiers, parce qu'on peut y mettre des vidéos, on peut y mettre des gifs animés, on peut y mettre des textes, et ça devient très vite volumineux, surtout si on essaie de le tester dans des sandbox, par exemple, et qu'on essaye après de le déployer en prod. C'est un peu plus compliqué parce qu'il fallait déployer aussi les documents. Maintenant, on peut avoir des liens, donc ces éléments-là, vous pouvez les stocker à l'externe pour pouvoir les avoir sans les avoir sur l'org, et donc de pouvoir déployer beaucoup plus facilement ces In-App Guidance. Alors, une In-App Guidance, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, je vous propose de vous faire juste une toute petite démo de ce que ça peut donner déjà dans un tout premier temps. Et puis, je vais vous montrer juste après les éléments que vous pouvez configurer très, très facilement. Donc là, je pense que vous voyez mon écran. Lorsqu'on est sur une expérience comme ça, on a la possibilité d'avoir cette petite bulle qui apparaît. Alors, cette bulle qui apparaît va vous donner l'idée de la prochaine action qu'il faut faire et des informations que vous pouvez aller formater. Alors, vous voyez que, par exemple, vous pouvez aller mettre une petite animation qui est assez sympa, qui vous dit que, là… Michel, je pense qu'on ne voit pas ton écran. Vous ne voyez pas mon écran encore? Pardon, je me permets de te couper. Ouais. Vous confirmez que personne ne voit mon écran? Parce que pour moi, c'est marqué comme étant partagé. On voit le slide. Si on voit l'écran, il faut aller dans Options d'affichage et passer sur écran partagé, Jean-Michel. Il faut choisir l'écran dans l'option d'affichage de Zoom, chacun. Voilà, je vous laisse faire et vous me dites quand vous y êtes. Je le vois sans rien faire. Merci, c'est bon. Merci.
Super. Donc, on reprend. Sur l'in-app guidance, donc là, on voit une expérience avec une petite bulle. Donc, c'est la bulle bleue. Vous pouvez choisir les couleurs, la manière dont ça va apparaître, etc. en fonction de quel est l'habillage de votre orgue. Vous pouvez avoir donc un petit élément qui peut être soit un film, soit une vidéo, soit un GIF, soit une image qui est statique et qui va vous donner envie de cliquer. Bon, là, on voit par exemple qu'il faut aller cliquer sur cette image, puis faire Next pour avoir la prochaine idée d'implémentation. Et pareil, lorsque vous voulez être guidé, vous voyez les éléments qui apparaissent les uns après les autres. Donc, c'est ces éléments-là qui, aujourd'hui, peuvent être stockés à l'extérieur, ce qui est quand même pas mal. Ça, c'est super simple à configurer. Alors, comment on configure? Il suffit de chercher Guidance. J'espère que vous avez tous votre menu en anglais, mais je vous le conseille très fortement. Si vous cherchez Guidance à l'intérieur de votre setup, vous avez In-App Guidance. Vous avez quelques items que vous pouvez créer et vous en avez certains qui sont gratuits, comme je vous l'ai indiqué. Et lorsque vous allez dans la configuration, c'est assez simple. Vous pouvez rajouter des étapes. Les étapes, vous allez dire si elles apparaissent par rapport à un composant ou si elles apparaissent directement docked à des endroits différents. Vous allez pouvoir même choisir comment vous l'alignez. Donc là, on peut par exemple dire qu'on le veut à droite ou à gauche, en haut ou en bas. Et puis, vous allez pouvoir donner le texte. Et c'est là où apparaissent maintenant les nouveautés. C'est-à-dire qu'ici, là, j'ai chargé un élément, mais maintenant, on peut donner une URL qui permet d'avoir une expérience à l'extérieur. Voilà, je vous encourage tous de tester ça. Il y a bien entendu sur Treled des éléments qui permettent de s'y faire et de se faire la main, ne serait-ce que pour vous, pour guider des utilisateurs qui sont difficiles, c'est toujours bien d'avoir ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à montrer, donc je vais passer directement la main au prochain en essayant de tenir dans les nombres de minutes qui m'a été, dans lequel j'ai été restreint. C'est pas facile pour moi. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'App Guidance, vous pouvez les poser. Je ne saurais peut-être pas répondre à tout, mais j'essaierai de vous récupérer les informations. Il y a déjà une question, Jean-Michel, vite fait, de Lynn, qui dit est-ce qu'on peut utiliser une App Guidance avec Experience Cloud sur un site ou un portail? C'est une super question dont je ne connais absolument pas la réponse. J'essaie de regarder et j'essaie d'y répondre d'ici la fin. OK, merci. Alors, il n'y a pas de limite du nombre d'App Guidance à partir du moment où vous avez acheté les licences qui permettent de le faire. Voilà. Mais autrement, oui, aujourd'hui, il y a une limitation. Alors, je vais arrêter de partager. Hop, c'est bon, j'ai repris le partage. Vous me confirmez, hein? Vous êtes bien sur le bon écran? Oui, on voit bien ton écran, Thierry. Super. Alors, le deuxième sujet, c'est moi qui vais vous le présenter, c'est autour du MFA. Alors, on va essayer de donner un maximum d'infos, mais c'est un sujet à part entière pour lequel il y a des heures de blabla autour de ça. Alors, MFA, c'est quoi? C'est multifactor authentification. Si vous êtes en français, l'authentification multifacteur. En fait, ça va vous permettre d'accroître la sécurité de vos comptes utilisateurs. Le MFA, il requiert que les utilisateurs fournissent au moins 2 preuves, 2 facteurs de leur authentification, de leur identité. Un des facteurs, c'est celui qu'on utilise tous aujourd'hui, c'est l'authentification via un login et un password. Le deuxième, le plus répandu, c'est celui avec l'application mobile qui va vous permettre de valider cette authentification. Alors aujourd'hui, c'est une des solutions parmi d'autres. Ce n'est pas la seule. Ainsi, avec cette double authentification, vous avez sécurisé les accès à votre compte. Si vous venez à vous faire pirater et qu'ils ont récupéré votre login et votre mot de passe, il est très peu probable qu'ils aient en même temps réussi à vous piquer votre téléphone. Alors aujourd'hui, pour mettre en place le MFA, vous avez plusieurs outils qui sont disponibles. L'un d'entre eux, c'est l'application Salesforce Authenticator. Mais vous avez également d'autres applications d'authentification. Microsoft, par exemple, va avoir une application de MFA. Donc, vous pouvez utiliser toute autre application d'authentification pour se synchroniser sur ce MFA. Vous avez également les clés de sécurité. Donc, on est sur le même principe qu'une clé USB.
Sauf que ce n'est pas pour du stockage de données, hein, c'est vraiment pour la gestion de la sécurité. Donc, il y a tout un paramétrage à faire autour de ces clés pour pouvoir les utiliser. Si la clé elle est branchée sur votre ordinateur au moment où vous vous authentifiez, c'est très bon, c'est très bien, il valide. Si la clé n'est pas branchée, il n'a pas le deuxième facteur d'authentification et puis ça ne fonctionne pas. Et ensuite, un autre élément qui peut être utilisé, c'est l'authentification biométrique. Ça peut être cette partie Touch ID, Face ID ou Windows Hello que vous pouvez avoir. Alors, quels sont les changements pour les utilisateurs? Alors, aujourd'hui, on a une date clé. Cette date clé, c'est le 1er février. Aujourd'hui, Salesforce demande à ce que le MFA soit mis en place sur vos environnements pour le 1er février. Si, à la date du 1er février, ce n'est pas activé, eh bien, contractuellement, vous n'êtes plus en conformité avec ce que Salesforce demande. Il faut savoir que toutes les licences ne sont pas concernées. Si vous avez des licences Community, enfin Digital Experience maintenant de ce nouveau nom, des licences External Identity ou Employee Community, eh bien, vous n'êtes pas concerné. Le MFA activé, eh bien, vous aurez 2 possibilités pour pouvoir vous authentifier. Soit vous avez l'application Salesforce Authentificator, et puis je vais vous le montrer juste après. J'ai fait quelques slides pour vous montrer les différentes étapes. Et si vous disposez d'un autre outil MFA, eh bien, le principe il est à peu près similaire. Vous avez une page qui vous demande de saisir un petit code pour pouvoir enregistrer ça. Cette petite fenêtre, elle est visible uniquement à la première connexion. Il y a un prérequis pour activer le MFA. Il se trouve au niveau des autorisations système. Il s'agit de la petite case à cocher pour la partie autorisation multifacteur pour les connexions API et il en existe une autre pour l'interface utilisateur. L'interface utilisateur, c'est vraiment depuis le navigateur. Vous saisissez votre login et votre mot de passe par le biais des connexions API. Ça peut être des outils comme le data loader, par exemple, qui va utiliser des outils. Au niveau des intégrations, vous pouvez avoir des intégrations avec votre environnement Salesforce qui peut également être concerné par ce type de connexion. Les autorisations système, elles ne peuvent pas être modifiées sur les profils standards. Dans ce cas-là, vous avez 2 options qui s'offrent à vous. La première, ça sera de créer un ensemble d'autorisations, les permission sets. À partir de cette permission set, vous allez pouvoir l'attribuer à un ou plusieurs utilisateurs. La deuxième option, si vous utilisez un profil standard, eh bien, ça serait de cloner ce profil standard pour en faire un profil personnalisé et de pouvoir modifier cette autorisation. Donc là, je ne vais pas pouvoir réaliser de démo puisqu'il nécessite un mobile et que le mobile à l'écran, c'est assez difficile à montrer. Donc, comment ça se passe? Vous avez, dans un premier temps, l'application à télécharger sur votre mobile. Une fois que vous avez téléchargé l'application sur votre mobile, vous allez passer sur votre navigateur. Sur la page d'authentification, vous allez saisir votre login et votre mot de passe. Bien évidemment, vous avez mis en place la permission set pour votre utilisateur en question. Vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître et qui va vous demander de saisir les 2 mots qui seront proposés par l'application mobile. Et donc là, on va basculer sur notre application mobile. De là, sur notre application mobile, on va avoir un petit bouton qui va nous permettre d'ajouter un nouveau compte. Aujourd'hui, le bouton il se trouve plutôt en bas sur l'application. Une fois qu'on a cliqué dessus, eh bien, il nous propose les 2 mots qui sont ici. Nous avons juste à recopier les 2 mots dans la zone de texte dédiée et de cliquer sur le bouton Connect. À partir de là, sur notre mobile, il va nous afficher l'application en disant « Une connexion est en cours avec votre login depuis telle adresse IP. Est-ce que vous autorisez ou pas ?» Bien évidemment, on va autoriser puisque ça va être l'enregistrement. Et une fois qu'on va avoir confirmé ça, eh bien, on est connecté à notre environnement. Pour les fois suivantes,
À chaque fois que vous allez saisir votre login et votre mot de passe, vous arriverez directement sur cette étape-là qui va vous demander est-ce que vous autorisez ou pas la connexion depuis cette adresse IP. On a une petite checkbox qui permet de mémoriser la position. Quand vous êtes à votre entreprise, que vous vous connectez 4 fois par jour, eh bien, vous pouvez mémoriser l'emplacement et il ne vous le redemandera pas systématiquement. Il va passer par le biais de l'application et de manière automatique, il va vous autoriser. Je vais passer la main à Fabien. Juste avant, peut-être que vous avez des questions autour du MFA. Alors, si je vais pouvoir vous transmettre une autre information autour du MFA, si vous êtes dans une entreprise où le SSO a été implémenté, eh bien, vous n'êtes pas obligé de mettre le MFA, c'est le SSO qui prend le relais. Il y a une petite subtilité quand même par rapport à ça. Il faut que le SSO soit lui-même authentifié par le MFA. Et une autre information, vous pouvez cumuler en fonction des typologies d'utilisateurs plusieurs méthodes. Vous pouvez avoir une typologie d'utilisateur qui va utiliser le SSO. Vous allez avoir vos utilisateurs commerciaux, par exemple, qui, eux, sont régulièrement sur le terrain. Ils vont avoir leur application mobile, donc ils vont avoir le MFA via l'application mobile. Et vous pouvez mettre, pour un certain nombre d'utilisateurs, une clé de sécurité. Tous ces paramètres peuvent être tous configurés simultanément sur un même environnement. Débile. Effectivement, Thierry, on a eu plein de questions sur le SSO, mais effectivement, tu viens de répondre normalement, c'est bon. On a aussi des questions par rapport aux users techniques qui ne se connectent pas. Mais a priori, effectivement, les authentifications par API ne sont pas concernées par la MFA. Tout à fait. Cette connexion API n'est pas concernée. Vous pouvez le mettre en place. Il y a la petite case à cocher qui permet de dire qu'on utilise le MFA pour une connexion API. Et quand vous avez des intégrations à faire, ou c'est un utilisateur qui est géré par le SSO et il n'y a pas trop de difficultés, ou alors c'est un utilisateur technique et vous avez la possibilité de mettre en place la clé de sécurité. OK. Il y a Nicolas qui a partagé sur le chat la Bible de MFA. Merci Nicolas pour tout le monde. Merci bien Nicolas. Je voulais juste dire un dernier petit truc. À partir du 1er février, vous n'êtes plus en conformité, mais vous n'êtes pas coupé. Vous pouvez toujours utiliser votre Salesforce. C'est juste que si entre-temps, vous venez à vous faire pirater, chose qui peut quand même arriver, eh bien, vous n'êtes pas couvert contractuellement. Et pour finir, Fabrice, du coup, a partagé l'événement de Toulouse de samedi matin, si vous voulez voir plus d'infos. C'est ça, Thierry? Tout à fait. Nous avons les Salesforce Saturday le samedi matin. C'est une semaine sur 2 à Toulouse. La semaine suivante, c'est le groupe de Lyon qui organise ce type d'événement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre un groupe ou l'autre pour participer à ces événements. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de prérequis. On peut répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur tous les sujets qui sont liés à Salesforce. Parfait. Merci. Je pense que, voilà, normalement… Quelle est la meilleure solution si les utilisateurs n'ont pas de téléphone, enfin d'ordiphone professionnel ou qui veulent pas utiliser leur ordiphone personnel? Qu'est-ce qu'on a comme meilleure solution? Il peut y avoir la clé de sécurité, il peut y avoir le SSO, il peut y avoir également des plugins qui permettent de générer cette authentification MFA. J'avais vu ça, un petit plugin sur Chrome. Est-ce que je l'ai encore sur mes onglets? J'ai trouvé un petit plugin sur Chrome, Authenticator, plugin Chrome, qui a priori permettrait de gérer cette sécurité également. Je ne l'ai pas encore testé, mais a priori, il fonctionnerait. On peut gérer le MFA très avec bien. le SSO. On fait ça pour quasiment tous nos utilisateurs avec le plugin Google Authenticator et franchement, c'est 3 clics. Et bien voilà, un plugin sur Chrome qui permet de simuler quand on n'a pas de téléphone mobile. C'est vrai que la question, c'est comme finalement, au début, ce sera une limite contractuelle.
C'est de savoir est-ce que ça marche ou pas. Oui. Donc, vous pouvez tout de suite faire des tests sur une sandbox. Vous créez une permission set, vous l'attribuez à votre utilisateur, vous vous connectez sur la sandbox et puis vous essayez avec l'application mobile, avec le plugin Chrome, avec n'importe quel outil. Et très rapidement, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Si c'est le SSO, c'est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. Vous allez avoir besoin de votre administrateur système parce qu'il y a besoin de certaines informations, il y a besoin de mettre en place un certificat. C'est pas impossible, mais c'est juste un petit peu plus compliqué. Donc, c'est faisable de faire le MFA avec le SSO. Alors, si vous mettez en place le SSO, vous n'avez pas besoin de cette authentification avec le MFA, et donc un mobile ou le plugin Chrome. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Moi, il faut que le MFA, la subtilité, c'est qu'il faut que le SSO que vous utilisiez soit authentifié par du MFA. Donc, il faut du MFA sur le SSO, mais ce n'est pas du MFA sur Salesforce. La réponse, elle est plus subtile. Ce que j'ai discuté avec des experts sécurité Salesforce, c'est qu'aujourd'hui, Salesforce est incapable de vérifier que le SSO est en MFA. Donc, pour eux, ils partent du principe que SSO égale MFA. Clairement, ce que m'ont dit les experts sécurité Salesforce, c'est qu'ils bossent sur des protocoles pour forcer l'information au niveau du SSO. Et le jour où c'est possible, Salesforce obligera le MFA sur le SSO. Sinon, il nous torpillera en mode vous allez vous être en SSO, vous n'êtes pas en MFA, ça ne va pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour 2022, on est peinard. Mais ils espèrent être prêts pour 2023. Donc, tenez-vous prêts, sachant que pour le moment, vous êtes couverts par le fait que techniquement, ce n'est pas faisable. Et donc, la date fatidique du 1er février, c'est mardi. Donc, il vous reste encore 2 jours. Voilà. Et après, ce que Salesforce a dit, c'est qu'en fait, ils vont forcer le MFA progressivement, mais que vous aurez 6 mois pour vous… En fait, on sera prévenu 6 mois à l'avance. Donc, à partir du moment où vous recevez le mail de Salesforce qui va vous avertir que Salesforce va forcer vos orgs en MFA, vous avez 6 mois pour vous mettre en accord. Ou vous avez le droit de faire une réclamation auprès de Salesforce en leur disant que vous n'êtes pas prêt et ils pourront éventuellement décaler le forçage du MFA. Alors, à tout moment, que vous soyez client ou partenaire Salesforce, vous avez un contact privilégié, la compte exécutive. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas surtout à lui demander. Il sera là pour pouvoir vous apporter toutes les réponses. Parfait, merci. Donc, merci à tous, merci Fabrice, et je passe la main à Fabien. Merci Thierry. OK. Alors, moi, j'ai quelques slides que je vais vous présenter. Le premier, c'est sur le support. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà External Services, qui existait déjà depuis un petit moment. Le principe, c'est quoi? C'est quand vous avez un web service que vous pouvez appeler… il y a un moyen d'exporter la définition du web service en JSON. Vous prenez cette définition, vous la mettez dans Salesforce et ensuite, vous pouvez appeler ce web service directement dans un flow, par exemple. Et en fait, si dans la définition du web service que vous avez exporté, vous avez, par exemple, les données qui sont attendues en entrée, je veux dire n'importe quoi, nom, prénom, numéro de téléphone, par exemple, vous importez la définition dans Salesforce et ensuite, dans le flow, il va vous prendre les champs qui sont attendus par le web service et vous allez pouvoir les mapper un point and click avec Flow et faire un appel de service sans faire une seule ligne de code. Donc, pourquoi pas. Il y a une nouveauté, c'est que désormais, l'import d'External Services gère les specs OpenAPI 3, ce qui veut dire que potentiellement, si vous aviez essayé de faire ça et que ça ne marchait pas à l'époque, parce que quand vous importiez le fichier de définition, il n'était pas reconnu par Salesforce, ça peut valoir leur coup de retester, puisque maintenant, il y a des nouvelles specs qui sont supportées. Donc, potentiellement, un truc qui ne marchait pas avant va marcher aujourd'hui. Donc, à retester si vous avez eu des erreurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième slide, je ne sais pas qui c'est qui présente là. C'est moi, normalement, tu devrais être dessus. C'est peut-être un problème d'actualisation. Oui, c'est bon, c'est passé maintenant. L'autre nouveauté, c'est que désormais, quand vous faites des LWC, il y a des nouvelles API qui vous permettent d'utiliser les capacités de votre téléphone. Donc, par exemple, celles qui sont listées ici, vous avez un nouveau composant qui vous permet de scanner des QR codes.
vous avez accès aux infos de GPS. Donc, aujourd'hui, quand vous faites un WC, vous n'avez pas forcément ces infos-là, mais avec les nouvelles librairies, vous pourrez l'avoir. Vous pouvez accéder aux listes de contacts, etc. Donc, c'est des nouvelles API qui sont dispo, qui sont construites par Salesforce. Et donc, vous pourrez récupérer ces données dans LWC simplement en important une librairie. Donc, je ne vais pas tout tester, mais le peu que j'avais regardé est assez simple à utiliser. Donc, ça peut être intéressant si vous aviez des besoins en termes de localisation, ou de scan de QR code ou d'accès aux contacts, etc. sur un WC sur l'appli Salesforce. Vous pourrez mettre à jour vos composants pour utiliser ces nouvelles API. Ensuite, je ne sais pas si on peut passer au slide d'après. Ouais, c'est bon. Lightning Web Security, donc c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué la dernière fois, c'était en bêta. En gros, c'est ce qui va remplacer Locker Service. Donc, c'est le principe en fait de dire, quand on était en Visual Force, c'était dans des iframes, c'était des domaines différents. Donc, grosso modo, la page Visual Force que vous aviez n'était jamais entre guillemets en contact avec la page standard Salesforce. Tous les composants standards, les champs, etc. Avec Lightning Component, c'est différent. Tous les composants sont dans le même DOM, dans la même page. Et donc, techniquement, si on utilise du JavaScript, on peut aller lire tous les composants qui sont sur la page et en faire éventuellement même casser la page si on code mal, etc. Le but de Locker Service, c'était en gros d'encapsuler tout le code qu'on faisait par namespace, donc tous les composants que moi, je vais développer, qui vont être ajoutés à la page Lightning, n'ont pas accès au reste de la page pour éviter les failles de sécurité et de casser la page si je code mal. Il y avait pas mal de soucis par rapport à ça. Déjà, ce n'était pas très performant. Il y avait pas mal de limitations. Toutes les API de JavaScript n'étaient pas disponibles. Et donc, Salesforce a bossé pour remplacer ça sur un truc plus standard. Donc, ils ont appelé Lightning Web Security. Et donc, on voit sur la petite capture d'écran là qu'on peut aller cocher dans Session Settings. Jusqu'à présent, c'était en bêta, donc il fallait le cocher pour tester. Moi, personnellement, je me suis servi. Il y a eu quelques petits bugs, mais grosso modo, c'est pas mal. Il y a des API que je ne pouvais pas utiliser avec Locker Service. Par exemple, j'ai fait un petit composant pour copier-coller un bout de texte qui était sur la page. Il y a des API spécifiques de JavaScript pour copier-coller des choses qui n'étaient pas dispo avec Locker Service. Donc, il y a des petits workarounds, ça sort toujours, mais c'était un petit peu dommage de faire des workarounds un peu tordus ou plus trop supportés officiellement par les browsers, plutôt que d'utiliser l'API officielle. Là, avec AWS, comme c'est beaucoup plus standard, déjà, c'est censé être plus rapide et en plus, on a beaucoup plus d'API dispo. Donc, il y a, sur la page de Developer Guide là, de WC, il y a un nouvel onglet aussi pour tester et pour voir si votre code fonctionne avec Locker Service, avec AWS. Donc, vous pouvez comparer les deux. Et puis, il y a toute une doc qui vous explique quelles sont les fonctions officiellement supportées. Donc, ça vaut le coup. Alors, ce qui va changer en Spring par rapport à avant où c'était en bêta, déjà, c'est plus en bêta. Et toutes les nouvelles orgs qui vont être créées auront la feature activée par défaut. Donc, voilà. Si vous avez éventuellement des choses un petit peu bizarres par rapport à des composants que vous aviez avant, que vous avez passé sur une autre org ou autre, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles il y a des trucs qui changent. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est aussi d'aller cocher la case et de tester vos composants et de voir si ça marche ou pas. Parce qu'a priori, c'est censé être Locker Service en mieux. Et puis, si vous allez sur la Trailblazer Community, le Product Manager est super réactif. Donc, dès qu'il y a un bug, il répond tout de suite. Donc, clairement, c'est le futur. Et dans quelques releases, je ne sais pas, se débarrasser de Locker Service à un moment. Donc, voilà pour AWS. Merde. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est un truc qui était en bêta aussi depuis un moment, mais Salesforce ne savait pas vraiment commenter dessus. Il y avait une page open source, un peu comme les pages de AWS. Donc, c'était un petit peu en dehors de Salesforce. Ça fait il y a un an que la page était là, ils n'en avaient pas trop parlé. Ils ont développé un modèle, en fait, donc ils appellent UTAM, là, UI Test Automation Model. Et l'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui, quand vous voulez faire, vous pouvez déjà faire des tests unitaires, soit en Apex, soit avec Jest ou autre avec AWS. Mais il n'y a pas vraiment en tout cas, Salesforce ne propose pas d'outils pour aller tester un flow
complet, enfin pas un flow, enfin, pas un cheminement complet dans l'interface. Je ne sais pas si vous devez partir d'un compte, créer un devis, créer une opportunité, créer un devis, créer un contrat. Vous passez par plusieurs pages, plusieurs composants, plusieurs codes Apex. À part tester unitairement chaque composant, vous n'avez aucun moyen de vraiment tester que tout le cheminement complet fonctionne bien après avoir fait des modifications. Alors, il y a des outils spécifiques pour faire ça, hein, qui vont se baser sur le code HTML. Le problème du code HTML, c'est que quand c'est vos composants, c'est très bien, mais quand vous allez utiliser des composants de Salesforce où les ID des champs ou les noms des tags HTML risquent de changer, je sais pas, vous allez dire, je vais simuler un clic sur un bouton et le bouton, l'ID du bouton, c'est My Button, et que ça sort dans la release d'après, il renomme ça avec un underscore ou autre chose, il faut l'appeler Lightning Button, ben, ça ne marchera plus. Et quand vous avez beaucoup de tests qui vont targeter ces éléments dans la page, le jour où Salesforce change un truc, ou même vous, quand vous changez un nouveau composant, vous devez aller modifier tous ces tests. Donc, si votre bouton il est appelé dans 10 tests, vous devez aller dans vos 10 tests et mettre à jour là où se trouve l'ID du composant ou quel est le HTML à targeter. Donc, ça peut être un petit peu pénible. Et UTAM, c'est un truc entre les deux, en fait. Vous allez définir dans UTAM qu'est-ce que vous allez cibler, donc où se trouve le bouton. Et dans vos tests de UI, vous allez targeter ce nouveau framework intermédiaire, on va dire. Et donc, si vous avez 50 tests qui targetent un bouton que vous avez fini dans UTAM ici, le jour où le HTML va changer pour ce bouton, il faudra quand même venir le changer manuellement. Par contre, vous aurez juste à le changer ici et pas dans les 50 tests que vous avez mis. Donc, en théorie, je ne l'ai pas testé, hein, mais en théorie, c'est censé être plus intéressant. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un de Salesforce pour nous montrer ça. On verra si on arrive à l'avoir. Mais non, et donc la réponse de Pascal, ça ne fonctionne pas avec qu'avec LWC en fait. Ça fonctionne avec n'importe quoi. Ça peut, même si on a une page, admettons, on n'a que du standard Salesforce, et si on voudrait faire un test de UI pour être sûr que ça marche, parce que ça pourrait casser, parce qu'on a rajouté une validation rule et on n'a pas vu qu'on a cassé quelque chose, ça target directement le HTML de la page. En fait. Donc, ça peut être Aura, ça peut être n'importe quoi. En fait. Donc, c'est vraiment front. Donc, ce n'est pas LWC. Donc voilà, on verra si j'arrive à faire une démo une prochaine fois. Là, c'est encore un petit peu. Moi, je ne faisais jamais de test front comme ça, parce que justement, ça cassait souvent. Ça peut être intéressant à tester. On en parlera si c'est vraiment intéressant. Voilà. Ensuite, et ça, c'est un truc qui est connu aussi, mais je voulais juste en reparler parce que c'est JA, alors que c'est resté en bêta pendant un petit moment. C'est les CSS Custom Properties. Grosso modo, c'est un truc qu'on a toujours. Enfin, aujourd'hui, une question qui existe depuis le début de Salesforce. Hein, quand on Visual Force, on voulait changer des trucs sur des composants standards de Salesforce ou on veut régler des trucs dans des communautés. Eh ben, on allait bidouiller les CSS nous-mêmes. Et puis, le jour où Salesforce changeait un CSS, le nom d'une classe, je ne sais pas, Lightning Button, le bouton il est bleu et je veux le changer en vert ou en violet, bah, je pouvais essayer de bidouiller, enfin, avant LWC en tout cas, pour aller changer le nom de la classe et puis régler le truc. Et puis le jour où Salesforce changeait le nom de la classe ou le cheminement HTML, bah, ça ne marchait plus en fait. CSS Custom Properties que j'utilisais déjà, même si c'était en bêta, ça marchait très bien. Donc là, au moins, c'est officiel, on peut s'en servir. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une réponse officielle et standard. Hein, ce n'est pas un truc lié à LWC. Vous avez des composants, enfin, c'est HTML, ça fait partie c'est une vraie spécification web. L'idée, c'est de dire, plutôt que de laisser quelqu'un overrider des classes à la main en sachant que ça peut casser, eh ben, on va mettre des variables. Et on va dire, plutôt que d'aller, si je veux changer la couleur du bouton, et je vais définir une variable qui va s'appeler, voilà, il y aura les noms dans la doc. Et moi, dans mon CSS, je vais aller overrider cette variable par ma couleur. Et ça veut dire que sur Lightning Button, par exemple, je vais être capable d'aller overrider, je ne sais pas, il faut regarder ce qu'il y a dans la doc, mais par exemple, la couleur de fond du bouton, la couleur du border, la couleur quand je suis quand je survole le bouton, est-ce que c'est arrondi, pas arrondi, etc. Et donc, au lieu d'aller casser des choses potentiellement à chaque release parce que j'ai un peu bidouillé en regardant le code de Salesforce, ça, c'est des vraies spécifications. Ça veut dire que ça fait partie de l'API du composant. Ça veut dire que, grosso modo, Salesforce s'engage,
il a mis une variable qui permet d'overrider la couleur du bouton et que Salesforce réécrit complètement son composant parce que pour une raison ou pour une autre, il était mal écrit, ou même s'il refait un nouveau framework un jour, peu importe, il s'engage à ce que, de la même façon qu'il y a un tag label où on va pouvoir écrire du texte, il y a des tags de CSS qui sont à dispo. Et donc, Salesforce, s'ils réécrivent leurs composants, ils vont s'assurer que ces variables CSS-là sont toujours valables. Et donc, ils peuvent changer l'intégralité de la façon dont leur composant est codé. Du moment qu'on utilise ces variables CSS-là, nos composants et nos changements de couleur et autres continueront à marcher release après release. Donc, c'est clairement un truc à regarder si vous voulez customiser des composants standard Salesforce. Donc, c'est JA, donc à définitivement utiliser maintenant. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Fabien, il y a des questions, mais pour des questions de timing, est-ce que tu peux répondre sur le chat? Parce que je pense qu'on a un peu dépassé le temps. Ouais, si ok. c'est possible. Merci. Ça marche. Merci. Je pense que c'est à moi, c'est pas. Ouais, c'est à moi. Là. On prend là, Doria, là. Je partage mon écran. Oh, Comme tu veux. Comme tu veux. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, je partage. Ok. Alors. Ouais. Et après, on continue avec les slides partagés. OK? Ok. Martin, c'est bon, Martin? Ouais, 5 Ouais. minutes pour moi. Vous pouvez compter. OK. Ils disent Allez. tous. Dites-moi si vous regardez mon écran. C'est bon? Presque. C'est bon. OK, très bien. Alors, je vais vous présenter Pipeline Inspection. Alors, il y a quelques changements cette release, mais c'est quelque chose qui est nouveau, entre guillemets. Je vais faire un petit démo sur ça et montrer aussi qu'est-ce qui a changé au niveau de cette release. D'abord, je pars en mode démo et dites-moi si vous continuez à regarder maintenant Salesforce. C'est bon? Il n'y a pas de changement là. Non. Non, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Hop. J'essaie de le repartager. Et maintenant? Un bel écran noir. Ah ouais? Et alors? Non. Écran noir, pareil. Alors, Je pense qu'il faut stop attendre que ça share. charge. Attends, je te montre. Ouais. Ça prend du temps. On à a charger. l'écran. Là, il y a pour les trucs. Avec tes problèmes techniques, tu as déjà perdu 1 minute sur ta démo, Hugo. Aïe. Ah, c'est ma réseau peut-être. Maintenant, non? Sinon, on passe à Martin et je Non. reviens et je change la réseau. Alors, on passe Ouais. à Martin. C'est toujours en prends la cours de balle. chargement. Ah ouais, c'est ma réseau. Je vais changer sur notre réseau, sur 4G. Il y a des petites espèces de questionnaires. Regarde. Ok. Par exemple, Martin, il y a le allez, prends la main. Ok. Est-ce que ça marche mon écran à moi? Est-ce que vous le voyez? Ouais. Parfait, Martin. C'est bon? Ok. Donc moi j'ai parlé des flows. Donc comme vous en avez pu vous rendre compte, Salesforce investit énormément sur les flows. Ça fait plusieurs versions déjà qu'il y a des nouveautés sur les flows. Il y en a encore plus sur cette version. Et les flows sont arrivés à un tel point de maturité que les recommandations de Salesforce sur les outils d'automatisation ont complètement changé. Donc, vous pouvez oublier tout ce que vous avez appris pour vos certifs, puisque Salesforce se recommande de n'utiliser plus que les flows. Donc, plus de workflow, plus de process builder. Donc, comme Salesforce s'est rendu compte qu'on n'allait pas être très content parce jusqu'à maintenant, on a créé plein de workflows de process parce que c'est eux qui nous recommandaient de le faire, ils ont mis en place un outil. Alors, un outil qui est pour l'instant en bêta, donc on va essayer d'être gentil avec Salesforce parce qu'il y a quand même certaines limites. C'est que cet outil, déjà, il permet de migrer que les workflows pour l'instant. Et ensuite, je vous ai mis d'autres limites que vous voyez en bas sur les slides. J'ai fait plein de tests. J'ai essayé si vous allez voir la doc de cet outil, Salesforce vous dit plutôt ce qu'il est capable de faire. Moi, j'essaie de faire dans le sens contraire, donc je vous ai mis ce qu'il n'est pas capable de faire. Ça, c'est par rapport à mes tests à moi. Donc déjà, si vos workflows contiennent des changements de propriétaires sur les records, ça ne marchera pas. Donc, il va vous proposer votre workflow à migrer, mais il vous dira après, quand vous allez tenter de le migrer, que ça ne fonctionne pas. Si votre workflow crée une tâche, ça ne marchera pas. Et ensuite, le premier point, il est un peu bizarre, parce que dans sa doc, Salesforce dit que c'est censé marcher. Si votre critère d'entrée dans le workflow, c'est une formule, c'est supposé fonctionner. Mais moi, je n'ai pas réussi à le faire marcher.
Donc, je ne sais pas si j'ai fait des formules trop complexes ou je ne sais, enfin, je n'ai pas compris. Donc, moi, ça ne marchait pas dès qu'il y avait une formule dans les règles d'entrée. Donc, si vous avez déjà testé cet outil, ça m'intéresse de savoir si vous avez réussi à faire fonctionner les formules. Moi, je n'ai pas réussi. Donc, voilà. Donc, je vais juste faire une mini-démo pour aller très vite. Hop, je vais sortir de ça. Vous voyez toujours mon écran, là? Vous voyez bien l'onglet Miret tout fait? Oui, oui, c'est bon. OK. Donc là, je suis sur une org où il y a quelques workflows. C'est une org de test. Il n'y en a pas beaucoup. Et, vous en avez probablement beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est tous mes tests. Et donc, quand vous allez sur cet outil ici, là, que vous avez dans le setup, vous avez juste à chercher Flow, il va vous proposer les différents workflows qu'il détecte, même ceux qui ne sont pas supposés être bons à la migration. Vous allez pouvoir sélectionner votre workflow. Je vais juste vous montrer rapidement ce workflow. Hop. Donc celui-là, il contient tout simplement une mise à jour de champ immédiate, une mise à jour de champ 30 jours après. Pourquoi? Juste pour vous montrer que ça a fonctionné en fait. Il va être capable de faire ça. C'est pour ça que je vous montre celui-là. Il est quand même bon. Donc ici, vous sélectionnez votre workflow et en fait, l'outil va tout faire tout seul. En quelques secondes. Bon, il n'est pas très compliqué, ce workflow, mais voilà. Donc, il vous a créé ce flow automatiquement. Il ne l'a pas activé, évidemment. En un clic, vous pouvez aller voir ce qu'il a créé. Donc, on va voir qu'il a réussi à faire l'action immédiate et celle qui est schedulée. Pas de souci. Donc, très simple, pas de souci. C'est un flow basique à la close date qui est mise à jour avec une formule. Il a même recréé la formule. Pas de problème. Il a réussi à le faire. Je parlais des formules dans critères d'entrée tout à l'heure, qui ne marchaient pas. Et une fois que vous avez testé ce flow, eh bien, tout simplement, vous avez un bouton pour dire, en gros, désactive-moi la workflow rule et active-moi le flow. Et puis, c'est terminé. Donc, on attend impatiemment que les autres fonctionnalités marchent et qu'on puisse migrer les process, mais c'est en bonne voie, en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Martin. Merci Martin. On passe la main à Julie avec une démo sur les Flow Trigger Explorer. Je partage mon écran de ce pas. Vous me dites quand c'est bon pour vous? C'est bon. Oui, c'est bon. Yes, donc moi je vais vous montrer une autre nouveauté sur les flows de la Spring 22. Donc c'est le Flow Trigger Explorer. Donc quand vous êtes dans le setup, vous avez maintenant un nouveau menu qui s'appelle, enfin dans les flows, pardon, vous avez un nouveau bouton en haut à droite qui s'appelle Flow Trigger Explorer. Et ce qui vous permet de faire, c'est d'aller consulter pour vos objets sur les différents événements, donc création, update et suppression, quels sont les différents record trigger flow que vous avez créés pour ces mêmes objets. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous avez plusieurs record trigger flow sur un même objet, en fait, vous avez le cas que j'ai sur mon environnement de test ici. En fait, vous avez plusieurs lignes. Vous voyez que c'est des record trigger flow parce que dans la colonne trigger, vous avez record et puis ensuite, vous voyez l'événement. En fait, si vous commencez à en avoir quelques-uns, ça commence à être un petit peu compliqué à suivre. Donc, l'avantage de cette nouvelle page, c'est que vous avez, donc pour tous les objets, donc que ce soit des objets standards ou des objets custo, vous pouvez voir en un clin d'œil, si je puis dire, tous les record trigger flow que vous avez. Dans la première section, vous avez les record trigger flow donc en before, ce qu'ils ont renommé les fast field updates. Vous avez dans la section 2 tout ce qui est les record trigger flow en after. Et vous avez en dernier les flows qui ont un pass en asynchrone. Et du coup, pour chacun de ces flows, alors les flows dans l'affichage, ils sont triés par ordre alphabétique, pour votre information. Et ensuite, pour chacun de ces flows, vous pouvez voir si ce flow a au moins une version active, si oui, laquelle. Et dans la petite flèche que vous avez à droite, vous pouvez voir les différents détails
de ce flow. Donc en haut, vous voyez votre nom, vous pouvez voir dessous votre description, différentes informations avec quelle est la version active si vous en avez une, qui l'a modifiée pour la dernière fois, etc. Et dessous, vous voyez les différentes versions de votre flow. Alors là, mauvais exemple parce que j'ai qu'une version, si je fais sur celui-ci. Voilà, ici j'ai 3 versions sur mon flow. Je peux voir dans quelle version API elle a été faite. Je peux voir laquelle est active et inactive. Je peux également activer et désactiver directement par ici. Et je peux également ouvrir le Flow Builder directement via cet écran-là. Donc c'est plutôt intéressant pour savoir si vous êtes dans la logique de créer plusieurs record trigger flow par événement, par objet. Ça vous permet d'avoir un petit peu en un seul écran les différentes informations à votre disposition sur les différents événements. C'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Hugo, est-ce que tu as réussi à résoudre ton problème de connexion? Est-ce que tu veux prendre la suite ou on passe? Je vais essayer alors. Hop. Là, suspense. Tu m'as regardé mon écran. Oui, on voit bien ton écran sur le pipeline. Exactement. Alors, rapidement, là, sur ça, j'ai 4 minutes, j'ai perdu 1 minute. Alors, là, c'est une fonctionnalité de le Pipeline Inspection. Ça permet d'avoir différentes visibilités sur vos opportunités et vos pipelines. Et il y a des choses assez intéressantes qu'on peut avoir là. Le premier, c'est ça, c'est le changement des dates. Par exemple, il faut regarder, là, et ça, c'est mes opportunités. Là, je fais avec user de test. Et vous pouvez voir le changement par rapport, par exemple, au quarter et que ça entre et ça sort au pipeline. Aussi pour le changement de stage. Et en plus, vous pouvez aussi entrer et voir les détails d'opportunité. Avec Einstein, vous pouvez aller être plus loin. Alors là, c'est une des choses aussi qu'ils ont mis sur cette release, d'avoir plus des insights sur chaque opportunité. Et aussi, une chose qu'ils ont ajouté dans cette release, c'est la possibilité, une erreur, hein, c'est bon ça, c'est la possibilité de changer en direct ici avec les vous pouvez changer en direct de stage, nature ou des next step. OK. Une autre chose qu'ils ont ajouté, et là, j'ai mon slide qui montre, c'est la possibilité de faire des filtres par les filtres par territory. OK. C'est une nouveauté. Bon, et aussi, vous pouvez ajouter des autres filtres là sur ça. Le bémol de ça, il faut une licence unlimited ou professional pour l'avoir. Après, il y a des nouveautés qu'ils ont ajoutées aussi. Mais c'est lié au revenue management. Il faut des licences aussi de add-on revenue management qui donnent plus de visuels et tout ça avec des rapports tableau CRM. Et c'est ça. Je ne vais pas entrer sur le... Je ne sais pas si vous avez regardé le slide. Maintenant, ça montre mon slide? Mes slides? Oh, non, on est toujours sur ton navigateur. Toujours Salesforce. Alors là, pour le slide, j'ai encore un peu de temps. Hop, c'est bon, le slide maintenant? Non, toujours pas. Non. Ça y est, c'est bon, c'est arrivé. Ne touche à rien. Pipeline, inline editing. Alors, les informations peuvent être changées. Et là, les petits bémols là, en relation là, avec la licence. Ici, le Deal Insights avec l'Einstein. Vous avez regardé là le panel à droite. Il a plus d'informations. Aussi, l'overview, needs action, other insights. Et là, le Teams et Territories là, qui vient d'ajouter dans cette release de Spring. OK, c'est intéressant. Voilà, je vous conseille à découvrir cette fonctionnalité. Et c'est tout. Combien de temps? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. On n'a pas chronométré. Merci beaucoup, Hugo. Allez, va. Hugo. Prochain. On va repasser la main à nos amis de Montpellier. C'est Simon qui va nous refaire une démo également sur la partie flow. Oui, alors est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez aussi? On t'entend, merci. Très bien. Donc on repasse sur les flux en français, et moi je m'occupais plutôt de la partie interface, et Benjamin, mon collègue, parlera un peu plus de nouvelles fonctionnalités qu'il y a directement dans les flux. Alors là, je suis sur un flux qui est sur la Spring 22, et j'ai le même flux un peu plus moche qui est sur la Winter 22.
on voit déjà ici que je n'ai pas pu faire un flux avec une présentation automatique qui était notée en bêta, et c'est une des premières nouveautés désormais. Ce n'est plus bêta, c'est GA, la présentation automatique, et ça prend du coup en compte et ça rend possible surtout beaucoup plus de choses. Et on le voit directement ici, deux nouveautés avec, et recharge maintenant, c'est une très bonne idée, avec la présentation automatique et qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est que dans une boucle, donc ici je suis dans une boucle, alors mon flux est un peu pipeau, hein, il n'y a pas une vraie fonction derrière, c'est plus pour la démo, on ne pouvait pas mettre une fin dans une boucle. Donc désormais, c'est possible. Si jamais ici, par exemple, là, mon contact a une adresse différente, j'ai un appel à un sous-flux et je m'arrête. Le flux ne va pas plus loin. Et ce qu'on ne pouvait pas faire non plus, c'était sortir de la boucle. Ici, là, j'ai mis un lien, on voit les petits pointillés, qui amènent ici une connexion vers cet élément de départ. Donc, on peut ressortir d'une boucle comme ça, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On était obligé de repasser dans la présentation qui était toujours un peu galère à mettre en page pour que ce soit propre, même si l'avantage aussi, c'est qu'on pouvait faire un flow un peu plus concentré. Ça, c'est la petite remarque que j'ai, c'est que les flows en mise en page automatique ont tendance à prendre beaucoup de place. Et ça va permettre de transformer beaucoup d'anciens flux qui n'étaient pas compatibles, hein. On avait un message d'erreur. Si ici je fais présentation automatique, ça me dit non, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Ce n'est pas possible. Désormais, il n'y aura pas de problème. Donc je pense que sur tous les flux que j'ai fait chez des clients, je vais pouvoir repasser peut-être de temps en temps, les passer en flux comme ça, parce que c'est quand même un peu plus lisible, surtout quand d'autres personnes passent derrière, pour contrôler, améliorer ou parfois débugger le flux. Ce qui a changé aussi, ce qui est pas mal, alors vous ne voyez peut-être pas très bien, mais tout en haut à gauche de mon écran, le nom du flux apparaît directement dans l'onglet du navigateur avec le numéro de version. À gauche, on voit que j'ai juste flow builder, donc j'ai aucune idée dans quel flux je suis. Donc si vous avez plusieurs onglets d'ouvert, c'est très pratique, vous avez directement le nom du flux qui apparaît là. C'est pas mal du tout. Et il me semble une dernière nouveauté, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu comme on l'a vu avec la liste des flux triggers sur lesquels on peut directement se rendre, c'est que là, quand on ouvre un flux secondaire, on peut directement, depuis le flux principal, cliquer pour aller voir le flux secondaire. Et on arrive directement sur la page. Donc, on n'a pas besoin de retourner dans la liste des flux, trouver au milieu de la cinquantaine de flux qu'on a le flux qui va bien. On va directement se rendre ici. Et je ne sais pas si l'interface est différente. Voilà, on peut modifier. Voilà, on a pareil le bouton pour se rendre sur le flux. Et on voit là en haut que j'ai le send chapter to the sale qui est le nom de ce flux. Donc, je me retrouve assez rapidement entre tout ça. Et si j'ai pas dit de bêtises, j'ai fait le tour de ces petites évolutions d'UI bien pratiques. Je laisse donc la main à Benjamin. Merci Simon. Je vais partager mon écran. C'est bon. Est-ce que vous voyez tous? C'est impeccable. Oui. Ok, de mon côté, on va voir au travers de ce use case ultra basique que vous voyez là dans le paramétrage du flow, les différentes nouveautés qu'on peut voir, comme les ensembles de choix de collection, la possibilité de filtrer dans une collection, de nouveaux champs qui sont disponibles en drag and drop directement dans les composants screen, et aussi la traduction des boutons de navigation. Donc pour ce use case, j'ai pris un cas très simple. L'idée, c'est de sélectionner un compte et de pouvoir filtrer sur les contacts de ce compte en fonction de différents critères. Donc pour ça, ça va nous permettre de voir justement qu'on va pouvoir créer des ensembles de choix de collection. Donc ici, je vais créer ma collection avec un get. Je vais aller récupérer tous les contacts du compte que j'aurais sélectionné dans mon premier écran. Derrière, je vais venir les afficher dans un deuxième écran. Et dans un troisième écran, je vais proposer des filtres pour filtrer au travers de ces contacts. Et c'est là qu'intervient une autre nouveauté, c'est la possibilité de filtrer dans une collection. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir filtrer dans ma première collection, c'est-à-dire tous les contacts que j'ai récupérés grâce aux comptes qui ont été renseignés dans le premier écran. Et je vais pouvoir lui attribuer des critères qui ont été définis dans le deuxième écran. Et donc, dans un dernier écran,
je vais pouvoir ainsi afficher en fait la liste des contacts qui auront répondu aux critères sélectionnés auparavant. Donc le cas est très simple. Je vais vous montrer ce que ça donne en débogage. Donc première étape, ce que je disais, je vais sélectionner un de mes comptes. Derrière, je vais accéder à l'ensemble des contacts de ce compte. Je vais avoir la possibilité de filtrer dessus sur différents niveaux. Donc, je vais choisir un niveau direction, direction générale et aussi level, par exemple. Et là, du coup, il va me ressortir parmi tous les enregistrements de contacts du compte, donc de ma collection, il va me ressortir uniquement une autre collection qui prend en compte les filtres que j'ai renseignés. Donc voilà, si je mets d'autres filtres, par exemple, on verra qu'on aura un résultat différent. Si par exemple, je vais sur du juridique, manager et sales, il va venir me trouver le contact qui correspond à ces critères. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la possibilité dans les champs de venir drag and drop des champs directement depuis une variable d'enregistrement. Donc l'idée, c'est de créer une variable d'enregistrement, là par exemple sur le contact, c'est ce que j'ai fait. Et derrière, j'ai accès directement aux champs, aux différents champs. Donc ça, c'était déjà possible dans la précédente release. Mais là, ils ont rajouté d'autres types de champs, comme les champs téléphone, email, et même les pick lists associés. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et je pense que j'ai fait le tour de mon côté également. Je vais pouvoir laisser la main au suivant. Super, merci beaucoup. On va passer à Doria avec une démo, encore une fois, sur les flows et plus précisément sur la partie flow orchestrator. Martin, tu ne voulais pas présenter? Parce que je pense qu'on n'a pas fait dans le bon sens. On n'a pas fait dans le bon sens? Ah oui, non, oui, c'est vrai, oui. Tu avais terminé tes démos. Alors, je partage. Espérons que ça va passer. Vous me dites quand vous voyez. C'est bon, on voit ton écran. Merci. À toi la main. OK. Donc, moi, je vais vous parler de Flow Orchestrator et c'est une grosse fonctionnalité, je pense encore assez méconnue. Donc, pour illustrer, je vais vraiment vous montrer un use case. Donc, imaginez une entreprise où je suis commerciale et où j'ai plusieurs étapes. Pour permettre à mon opportunité d'évoluer dans le cycle de vie, je vais devoir rentrer tout un dossier financier et un dossier technique. Ces dossiers ne sont pas gérés forcément par les mêmes personnes. Et c'est une fois que ces dossiers seront validés que je vais pouvoir faire une vraie proposition au client. Donc, comment ça va se passer au niveau de la création d'opportunités? Je vous le montre comme ça. Après, je vous montrerai l'envers du décor au niveau de l'orchestrateur. Donc, je crée l'opportunité. Donc, je vais passer là-dessus. Tout le monde sait créer une opportunité ici. Voilà. Rien de compliqué. Je vais la sauvegarder. La première chose que va faire tout ce que vous voyez ici est fait en flow. Donc, j'ai un premier flow qui va assigner le responsable commercial étant la personne qui va créer le flow. Une fois que je vais demander à passer en analyse, je vais avoir des flows qui vont me créer automatiquement les enregistrements correspondants. Donc, au niveau des enregistrements correspondants, je vais avoir le financier et je vais avoir le technique. Première chose déjà à voir, c'est qu'au niveau du financier, on a un nouveau composant qu'on peut glisser sur la page qui est le work guide et qui se base sur l'orchestrateur. Au niveau du technique, pour le moment, je n'ai rien à faire parce que j'ai défini dans mon process qu'on commençait la partie technique une fois que la partie financière était terminée. Donc, je vais rajouter tous mes documents qui vont bien. Voilà, je vais rajouter les RIB, les mandats, etc. Donc, je rajoute le premier. Imaginons que là, je n'ai pas le deuxième document. Par la suite, je vais repasser sur l'opportunité. Je vais revenir à la deuxième étape. Donc, le premier document étant rajouté, il va savoir que je suis au mandat bancaire et il va me reprendre à cette étape-là.
Donc, je rajoute le deuxième document. Voilà. Ici, j'ai rajouté les 2 documents qui étaient nécessaires et donc le guide m'indique que c'est terminé. Même si je retourne par la suite dessus, je ne vais plus rien avoir à faire puisque ça a déjà été clôturé. Maintenant, au niveau de l'équipe technique, puisqu'ils peuvent reprendre la main, vu que j'ai le financier qui est terminé, ici dans le Work Guide, pour le moment, je ne vois rien. Je ne vois rien parce que dans les équipes techniques, comme vous voyez, je ne suis pas utilisateur je ne suis pas un user de la queue. Donc, si je vais me rajouter dans la queue, voilà, et que je vais afficher la page, là, je vais avoir la guidance qui va apparaître. Donc, je vais planifier une date pour la visite technique. Voilà, là, c'est bon. Il sait que la visite technique a été planifiée. Je vais faire plus tard ma visite technique. Je vais mettre un rapport aussi, pareil. Il sait que la visite technique a été faite, donc il ne me repose pas le même. Ce sont tous des flots séparés, ce que je présente. Il ne me relance pas le flow précédent. Il reprend à partir de là. Je vais créer une note technique. Voilà, je n'ai plus rien à faire. Et fin de l'histoire. La note a été mise en place. Donc, concrètement, comment ça se présente au niveau de l'orchestrateur? Je pars d'un orchestrateur qui va démarrer au niveau de l'opportunité. J'ai choisi de me baser sur les stages. Donc là, on a la qualification et l'analyse. Évidemment, j'aurais pu en mettre autant que je voulais. Pareil que dans les flows, on a les éléments de décision qui se basent sur le stage. Donc, je peux choisir le type de flow que je veux lancer. Ici, ce sont les backgrounds, donc les auto-launch flows. Et on a également des interactive flows, donc ce sont les screen flows. Idem que dans les flows, vous avez les opportunités, vous avez les variables d'input qui sont reprises et vous pouvez déterminer quand vous démarrez les étapes, les flows dans une étape. Vous pouvez décider de les démarrer directement dès que vous rentrez dans l'étape ou vous pouvez également décider de le démarrer à partir du moment où une autre étape a été finalisée ou quand une condition est remplie. C'est le cas ici, puisque, comme on l'a vu, il faut d'abord que cette étape-là soit terminée avant de pouvoir lancer celle-ci. Et dans les 2 cas, on a une condition aussi de manière beaucoup plus globale qui va faire en sorte, donc qui va me lancer un auto-launch flow, qui va me retourner une valeur, des valeurs qu'on va utiliser comme condition pour déterminer si toute l'étape est marquée comme finalisée ou pas. Une fois qu'une étape est terminée, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il va passer à une autre étape, et c'est ce qu'on a vu ici. Donc, on n'a que des interactive flows qui sont séquentiels, donc ils sont lancés les uns après les autres. Il faut vraiment bien penser toutes les variables d'entrée et sortie. Là, pour le coup, on a aussi des variables de sortie parce que quand je crée un record d'un côté et que je dois le rappeler de l'autre côté, il faut absolument que vous ayez l'ID du record qui soit mis en place au niveau des variables de sortie. Sinon, vous ne pourrez pas administrer l'orchestration d'un flow vers l'autre. Et donc, pour reprendre la liste des fonctionnalités qui étaient présentées en plus du fait que l'orchestrateur soit GA cette fois-ci. Donc, vous avez vu qu'on peut faire depuis un seul flow du multi-user. Donc, j'ai des équipes différentes qui travaillent sur le même orchestrateur. On peut déterminer les conditions d'entrée dans les étapes ou dans les flows aussi bien que les conditions de sortie. On peut aussi dire que dès qu'une condition est remplie, on sort de l'étape même si on n'a pas atteint la fin. On peut, oui, aussi, si tout va bien, je devrais les avoir reçus. Dès que je suis assis, puisque vous avez vu que c'est des équipes différentes qui doivent gérer les flows d'écran, eh bien, on va avoir des emails automatiques qui sont envoyés aux équipes concernées pour indiquer qu'il y a quelque chose à faire. Ça se base sur les users d'automatisation. C'est dans le même setup.
On peut, là, je ne l'ai pas montré, mais on peut aussi faire des call-outs. On a les options pour dire que c'est un call-out et donc ça se fait de manière asynchrone. Et puis aussi, si vous avez, oui, on peut bien sûr les lancer en Apex. Et si vous avez planté vos flows, vous allez recevoir, donc, vous avez planté l'orchestrateur. Comme pour les flows, vous allez recevoir un email avec un lien et quand vous allez cliquer, vous allez avoir les connecteurs qui vont être affichés en orange pour voir par où il est passé et ce qui a posé problème. Donc voilà, ça c'était la grosse... J'ai fait beaucoup de versions. J'ai fait une vingtaine de versions avant de vraiment les maîtriser, mais je pense que ça, plus ce qu'ont présenté Julie, Sébastien, Simon et Benjamin, pardon, Simon et Martin, il faut vraiment se mettre dans les flows maintenant, sinon ça va devenir vraiment compliqué par la suite. Et c'est tout pour moi. Merci Doria. Super, merci beaucoup Doria. Yosra, je te laisse la suite. Yes. Oh, la chance. Alors, vous voyez mon écran? Oui, je confirme, on voit bien ton écran. Alors, on va changer un peu d'ambiance, c'est plus les flows, c'est les rapports et tableaux de bord. Donc, on va garder pour la fin quelques petits features et des améliorations sur les rapports et tableaux de bord que Frédéric et moi, on va vous présenter. Donc, on va commencer par la première. Donc, cette fonctionnalité, elle est en bêta. Elle vient d'arriver dans cette release. Vous trouvez là en haut de l'écran à gauche la façon pour l'activer, mais ce n'est pas suffisant. Vous ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas au niveau du rapport et tableau de bord, au niveau du setup, cette fonctionnalité à activer parce qu'il faut contacter Salesforce en amont pour qu'il puisse vous l'activer. Alors, c'est quoi cette fonctionnalité? C'est tout simplement une façon améliorée de voir les rapports types plus spécialement. Donc, pour créer un nouveau rapport dans une fenêtre, on a l'habitude de choisir le type de rapport et regarder les catégories, faire une recherche dans la barre de recherche. Maintenant, il y a un peu plus. Donc, on a ce qu'on appelle un sélecteur de type de rapport amélioré et on peut désormais voir d'un seul coup d'œil, comme vous voyez dans l'écran qui est à droite, la liste des rapports qui sont créés par vous-même, là où il y a le petit 1, par les autres. On peut aussi filtrer, avoir une vision par objet et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut visionner les champs inclus dans les rapports. Donc voilà, un écran amélioré dans les rapports. Je pense que pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser les rapports, qu'on a créé un rapport hier ou avant-hier et qu'on a oublié, du coup, c'est une façon de voir rapidement ce que j'ai créé avant ou hier et pour pouvoir le voir. Mais c'est une fonctionnalité à activer. Deuxième petite fonctionnalité, c'est l'activation de Enhanced Folder. Alors, c'est tout simplement notre façon de faire un share sur les folders qu'on crée au niveau des rapports et tableaux de bord. Ça paraît assez simple, qu'on a tous évidemment l'habitude de le faire. Mais ce n'est pas anodin parce que Salesforce retire la façon de faire des shares comme ça a été le cas avant. Donc, ça a été normalement prévu que ça soit retiré en Summer 20, puis ça a été repoussé en Sprint 21, mais finalement, c'est acté, ça sera retiré dans cette release-là. Salesforce voulait un peu laisser le temps aux administrateurs pour faire une mise à niveau parce que c'est très important. Il y a des modifications à notre façon de partager ces dossiers-là. Je prends un exemple. Avant, pour créer un folder, on crée juste le nom et après, on clique sur un bouton de share, comme vous voyez dans l'écran à gauche, pour pouvoir partager. Maintenant, dès le début, on a le nom, on précise 2 niveaux de sécurité, le Public Folder Access pour dire est-ce que c'est un read-only ou read-write. On définit aussi la visibilité pour les utilisateurs et là où on partage. Il y a aussi des permission sets qui ont été rajoutés et différenciés par rapport aux autres. Je vous ai mis dans les slides, quand on vous partagera après, un lien vers le help de Salesforce où vraiment c'est un document très complet qui met un comparatif entre ce qu'on avait avant et ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer d'une façon vraiment très générale, avant l'activation de ce feature, donc l'utilisateur, par exemple, qui avait déjà des dossiers partagés, il a automatiquement un accès en mode visu sur ces dossiers et sur ces tableaux de bord. Par contre, les personnes qui ont les permission sets dédiés, c'est à eux d'aller mettre à niveau les utilisateurs pour pouvoir gérer ce niveau de granularité au niveau des utilisateurs. Donc, si vous êtes administrateur d'une org et que vous avez l'habitude de travailler avec les rapports du tableau de bord, pensez à jeter un coup d'œil sur le help pour vérifier si vous avez des mises à niveau
à mettre en place par rapport à cette fonctionnalité. Alors, pour activer cette fonctionnalité, vous avez les étapes dans l'écran. Malheureusement, il faut passer en classique. Et là, au niveau du setup, on a une fonctionnalité folder shading. Et là, il y a une case à cocher que normalement, si vous êtes passé en Spring 22, elle sera cochée par défaut. Donc, voilà la deuxième petite fonctionnalité à prendre en considération. Les deux autres, c'est deux fonctionnalités très sympas que Frédéric vous fera la démo juste après. La première, c'est l'inline editing. Donc, c'est une fonctionnalité qui a vu le jour en Summer 21 de mémoire, je crois. Mais voilà, cette fonctionnalité s'améliore à chaque version. C'est tout simplement la possibilité de faire des éditions et de modifications directement sur un rapport. Ce qui change par rapport aux autres, c'est qu'avant, on était très, très satisfait de cette fonctionnalité, mais on était un peu limité par le type des champs qu'on pourrait modifier. Je prends l'exemple des champs date, le champ state sur l'opportunité, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de champs à mettre à jour et je laisse Frédéric après vous faire la démo. Et la quatrième et la dernière fonctionnalité assez sympa, c'est la jauge dynamique. Donc avant, quand on fait ce genre de rapport et de graphique, on était un peu limité par cette jauge-là avec des seuils qui sont statiques, qu'on devrait les paramétrer directement dans le composant du tableau de bord. Par contre, aujourd'hui, ça devient facile et très pratique de pointer cette jauge-là sur des éléments dynamiques, notamment un objectif sur un utilisateur ou sur un commercial, un target sur un compte. Donc, c'est ce qui devient très, très pratique pour faire de plus en plus des rapports et des tableaux de bord plus dynamiques. Donc, voilà ce qu'on a concocté ce soir pour vous sur les rapports et je donne la main à Frédéric pour vous faire la démo. Merci Yasra. Je vais donc partager mon écran. Hop, le deuxième écran partagé. Donc, je commence sur l'inline editing. Avant tout, vous devez mettre enable l'inline editing sur le user dans le setup. Là, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur un rapport. Ce que vous allez voir, c'est que tous les champs qui peuvent être édités ont un crayon à côté. Les champs qui ne peuvent pas être édités ont un cadenas. Probabilité, on ne peut pas. La close date, comme disait Yosra, on peut la changer. Hop, je change la date. Apply. Comme vous voyez, un changement a été apporté à l'enregistrement, mais il n'est pas encore enregistré, il devient jaune. Je peux changer par exemple la liste source. Hop. Et on va changer un new business. Hop, viens là. On va le mettre en existing business. Voilà. Pour que les changements dans vos enregistrements soient bien pris en compte, vous appuyez sur Save. Voilà pour l'inline editing. Ensuite, hop, viens là, tu vas bouger toi. Pour la jauge dynamique, donc on va dans un dashboard. Ici, si nous avons une jauge classique avec des montants, si je veux la changer, j'appuie ici. Donc ici, on voit qu'on est en standard avec des montants. Vous cliquez sur dynamique. Vous allez sélectionner l'objet sur lequel vous avez mis votre champ de référence, qui est un champ nombre. Là, j'ai mis un objectif sur un utilisateur. Ici, on va dire que c'est l'utilisateur qui run le dashboard qui est pris en compte et on va sélectionner le champ Target Amount que j'ai créé sur utilisateur. À voir que ici, si vous restez ici sur les segments, on parle de segments sur des millions. Donc à faire attention. Ici, vous voyez que mon utilisateur a généré 600K de revenus sur 10 milliards. La jauge est petite. Donc ce qu'on peut faire, passer en pourcentage. La jauge prendra en compte les changements. Update. Hop là, save. Effet démo, c'est bon. Date, save. Et ici, ce que l'on voit maintenant,
c'est la jauge qui montre la réalisation de l'objectif par rapport à l'objectif personnel sur l'utilisateur. Et voilà de mon côté. Désolée pour la voix. Il n'y a pas de souci. Super. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je vais récupérer le partage d'écran. Hop, c'est celui-ci. Donc, si je ne me trompe pas, on a fini le tour des présentations. Vous me confirmez que je n'ai oublié aucun speaker? Théoriquement, oui. Je pense. Ouais. Donc, on est sur une petite partie quiz time. Et il y a le petit lien. On va vous le mettre dans la pas dans la configuration, dans la conversation. Oui. Donc, l'objectif, c'est que vous allez avoir un petit formulaire où vous allez saisir votre nom, prénom et adresse email. Et pour cette release, ça ne sera pas comme on a l'habitude de faire un Kahoot avec des questions-réponses, mais ce sera une tombola. Donc, on a des vouchers à gagner et des cartes cadeaux qui sont offertes par Carinette. Et ça sera une tombola qui dira qui seront les gagnants. Donc, aujourd'hui, on est nombreux, mais le nombre a descendu. On vient de passer à 138. Donc, vous avez 20 personnes en moins, un peu plus de 20 personnes qui sont déconnectées entre-temps, donc qui ne pourront pas jouer. Donc, c'est plus de chances pour vous de gagner. Moi, j'ai le droit à 8. La session est terminée pour aujourd'hui. Alors, la question, oui, tu peux potentiellement saisir plusieurs fois ton nom, mais c'est un formulaire sur lequel on fera une extraction sans doublon. Donc, ça ne marchera pas au final. Ok, bien vu. Vous dédoublonnez. Bien, ouais. On dédoublonne. On est des professionnels, monsieur. C'est malin. Donc voilà, j'ai rien de plus à ajouter pour ce soir. Les autres leaders, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci à tout le monde. Hein. Pardon, vas-y. Merci à tout ce monde qui s'est connecté. Je pense qu'on a eu 177 ce soir, ce qui est trop bien. 178 même, j'ai vu. Parfait. Et voilà. une très belle Donc, merci année à à tous. Oui, On ne l'a pas encore dit. Oui. Oui. On est encore Premier dans les événement temps, de l'année. tout à fait. Premier événement de l'année. Merci de la présentation. Et pour tous ceux qui sont intéressés, j'ai partagé le lien de la Quick Release. Hein, ceux qui ont la fainéantise de lire les nombreuses pages et qui veulent avoir un petit résumé très sympa, un lien bien pratique, n'hésitez pas. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, donc je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les Salesforce Saturday sur le groupe de Toulouse et sur le groupe de Lyon. Et j'en profite également, j'ai un petit événement qui est programmé à la mi-février sur Sitecall, qui est une solution de vidéo assistance. Donc, si c'était quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous inscrire sur cet événement le 17 février à 6h30. Oui, le brevet, ça a passé à la fin de la troisième. C'est pas combien de temps on attend pour que je clôture. Et ben là, on a fini. Donc, merci à tous. Au revoir. Ouais, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Les lycées professionnels ou entre les cours, il y a des stages. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.